Salut Sophie Salut Florian. et bonjour à tous, bonjour à toutes, chers internautes, chers auditeurs, chères auditrices du Courrier de la Sterne, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez en podcast, vous en avez l'habitude. On revient comme chaque semaine sur nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Comment vas-tu, ma chère Sophie ? J'étais un petit peu occupée, mais j'ai eu la grande chance de découvrir cette semaine un jeu de société que auquel j'avais toujours voulu jouer et que j'avais malheureusement pas eu l'occasion de tester. Et ce jeu-là, c'est le fameux Wingspan. Le fameux Wingspan. Alors moi j'avais fait les parties en ligne, enfin parce que le jeu est disponible aussi sur toutes Ah, il est disponible en ligne ? Il est disponible sur les plateformes de téléchargement de jeux vidéo et puis aussi sur les diverses consoles. Et je n'ai pas compris grand chose au jeu. Ah d'accord. Je dois avouer, c'était un peu laborieux. J'avais perdu ma première partie, j'avais pas été très très bon. Ouais. Mais bon, après j'en ai fait qu'une, donc forcément. Mais c'est vrai que la première est un petit peu compliquée, mais là on a joué à deux, donc. Et en fait, on a utilisé il y a des tutoriels sur YouTube si t'en veux pour savoir comment jouer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu nébuleux. Je te mentirai pas. Mais une fois la première partie passée, la deuxième se passe beaucoup mieux. Ouais. La vraie question étant, as-tu joué à la version nord-américaine ou as-tu joué à la version européenne ? Avec les oiseaux européens, puisque malheureusement, c'était la version américaine, parce que ici, par chez nous, c'est la version anglophone plutôt, et donc pas trop la version européenne ou la francophone. Eh bien, trêve de bavardage concernant ce jeu de société, parce que je vais commencer, tiens, pour une fois. Je vais vous parler de la colombe en bois d'Archictias de Tarente. Mais qui est ce monsieur Archictias de Tarente ? Eh bien, c'est un philosophe, un mathématicien et un astronome grec. Et il a conçu, il y a bien longtemps, j'ai plus les dates, je les ai pas notées, je suis un idiot, un système de propulsion à air comprimé qui représentait une colombe en bois. Donc en gros, il y avait un espèce de réceptacle dans lequel il y avait de l'eau et de la vapeur, et lorsque de l'air comprimé était relâché de cette colombe, eh bien la colombe parcourait, on suppose, environ 200 mètres. 200 mètres pour pouvoir voler. Alors, c'est un petit peu difficile à décrire pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas réellement retrouvé cet oiseau automate. On a mention de celui-ci qu'à cause d'un certain alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Olugel ou Aolugel, qui était un homme politique, mais aussi un auteur aux alentours de moins 160, moins 150. Et il aurait donc du coup décrit dans ce qu'on appelle les Nuits Attiques, entre le 10e et le 12e chapitre, eh bien, cette invention que je vais traduire. L'invention dont la tradition attribue au pythagoricien Architias. La construction ne doit pas moins nous étonner, même si elle peut paraître frivole. La plupart des auteurs grecs les plus connus et le philosophe Favorinus, grand amateur d'antiquité, rapporte en effet de la manière la plus formelle qu'une colombe en bois, construite par Archytas, selon certains calculs et principes mécaniques, avait volé, c'est vraisemblablement par un système de contrepoids qu'elle tenait en l'air et par la pression de l'air enfermé caché à l'intérieur qu'elle avançait. Qu'on me permette sur un fait, ma foi, si peu croyable, de citer Favorinus lui-même. Donc c'est Aolugel qui cite justement Favorinus dans ses Nuits Attiques. Architias de Tarente, philosophe et mécanicien, fabriqua une colombe en bois qui volait, mais qui, une fois qu'elle s'était posée, ne pouvait plus reprendre son envol. À vrai dire, c'est un peu logique si elle se pose qu'elle ne reprenne pas son envol, étant donné qu'il n'y a plus tout simplement les effets physiques qui la concernent. Donc tout ça nous amène aussi à parler de l'oiseau de Saqqara. Peut-être que tu connais un petit peu plus. Alors non. On est en moins...
Pas tant que ça, mais j'avoue qu'il n'y a pas d'image peut-être de reconstitution de ce à quoi ça aurait pu ressembler à l'époque, parce que j'avoue que ça m'intéresse pas mal, cette histoire de colombe. Il y a une image, mais cette image est très, comment dire, controversée. Controversée dans le sens où on n'a pas réellement ni retrouvé l'objet, ni de véritable description de l'objet en lui-même. Donc certains, alors je pense que ça doit être des archéologues et associés à des physiciens, ont eu l'occasion de fabriquer quelque chose qui pouvait ressembler à cette fameuse colombe en bois. En revanche, on parle de l'oiseau de Saqqara. L'oiseau de Saqqara, lui, on en a une description et on en a aussi des modèles. Des modèles donc qui datent de moins 200 avant Jésus-Christ. On est dans la dynastie Lagide ou ptolémienne. Mais aujourd'hui on dit Lagide. Pour faire simple, c'est la dernière dynastie qui va marquer l'Égypte antique, puisqu'elle se conclut en moins 30 avant Jésus-Christ. Et moins 30 avant Jésus-Christ signe entre guillemets, la fin de l'Égypte antique. Et cet oiseau de Saqqara faisait 15 cm de long, c'est-à-dire du bec au bout de la queue, 18 cm de 30 d'envergure pour un poids de 39 grammes. Il a été découvert dans la nécropole de Saqqara en 1891. On suppose qu'il était peint. Comme les statues, par exemple, à l'époque, étaient peintes également en Égypte antique. Et il représentait sans aucun doute un faucon vis-à-vis de la forme de l'oiseau. Le faucon qui est un oiseau très important pour les Égyptiens, donc qui devait représenter sans aucun doute le dieu Horus, le dieu des espaces célestes, fils d'Osiris et d'Isis, un petit peu malmené par Seth d'ailleurs. Et on ne sait pas trop à quoi peut servir cet oiseau. On ne sait pas trop si c'est un jouet pour enfants, ce qui peut être logique vu la taille de l'objet. Certains pensent que c'est un boomerang ou une sorte d'artifice permettant la chasse notamment des canards, puisque les canards étaient énormément chassés en Égypte antique aussi. En tout cas, très très difficile de savoir à quoi servait cet objet vraisemblablement. Donc dans l'un, on a la description mais pas l'objet, et dans l'autre, on a l'objet mais pas la description à quoi il peut servir. Donc, on se neutralise d'une certaine manière sur les deux artefacts. Mais voilà, je voulais en parler parce que je trouvais que c'était des artefacts assez intéressants qui montrent aussi que, mine de rien, déjà à ces époques, on commençait à réfléchir sur certains points. Peut-être que les différents, la colombe de bois et le faucon de Saqqara ont été inspirés par le vol des oiseaux. Peut-être que c'est aussi, on va dire, les premières conceptions, les premières compréhensions du système de vol chez les oiseaux. Voilà, il y a plein de choses à retenir d'hypothétique, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas spécialement de preuves que, en tout cas, la colombe en bois de monsieur Architias de Tarente ait existé, puisque le gros problème, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que lorsqu'on fait appel à des chroniqueurs historiques, et bien généralement ces chroniqueurs historiques prennent le pas d'autres chroniqueurs historiques qui racontent déjà une histoire, donc cette histoire peut être déjà déformée. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent avoir lieu. Mais voilà, des objets assez intéressants que je voulais vous présenter dans cet épisode du Courrier de la Sterne. D'accord, c'est super intéressant. Je me demande d'ailleurs pour ton oiseau de Saqqara si ça pouvait pas être un leurre. Tu sais, c'est pas impossible. Parce que là, je regarde les images, mais bon, après, je ne sais pas s'il y a des systèmes de fixation dessus, j'en sais rien, mais léger comme ça. Il y a un truc, effectivement. Alors, je sais pas si tu parlais de leurre pour les fauconniers, du coup. Oui, dans ce cas, on a la même idée. Dans ce cas, on a la même idée. Parce que quand on entraîne justement les faucons, alors je sais pas comment ça fonctionne, tu en le sauras beaucoup plus que moi, mais on balade un espèce d'objet au sol pour justement essayer de d'entraîner l'oiseau à être précis. Enfin, moi en tout cas j'avais assisté à ça, peut-être que je raconte des bêtises, ce qui est totalement possible. Toi tu t'en diras plus que ça?
Bah, le leurre, c'est un moyen d'entraîner les faucons à la chasse, en fait. Et c'est un moyen déjà de les faire voler un peu et d'améliorer leur musculature. Hein. C'est comme un cheval de course, il va falloir le faire courir si vous voulez qu'il se muscle un peu. Bah, les faucons, il faut les faire voler si vous voulez qu'ils se musclent un petit peu. Et donc pour les faire voler, on leur donne un leurre sur lequel est posé un bout de viande. Alors ça peut être un poussin, ça peut être ce que vous voulez. Mais en gros, il faut qu'il y ait un motif pour que l'oiseau suive le leurre et pour qu'il ait envie de venir l'attraper. Donc vous allez le faire tourner, il y a plein de techniques pour faire tourner le leurre autour de vous. Hein. Les fauconniers savent faire ça très bien. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube là-dessus. Et au bout d'un moment, une fois que le fauconnier considère que l'exercice est terminé, que l'oiseau, on voit qu'il en a un peu marre, ou alors que bon, il a bien bossé aujourd'hui, donc ça ira, et ben vous le laissez attraper le leurre, et puis vous le ramenez au sol gentiment. Mais on reste en Afrique, parce que tu vas nous parler on va rester en d'un Afrique. oiseau génialissime. Alors, oui, moi je le trouve très sympa cet oiseau. On va parler d'un petit oiseau. Moi aussi. Ah ben j'espère bien. Qui s'appelle le drongo. Bon, il y a plusieurs espèces, mais en l'occurrence, celui-là s'appelle le drongo brillant. Donc c'est un oiseau qui vit en Afrique, hein, qui est assez bien répandu. Et ce petit oiseau est d'un noir assez brillant pour les mâles, un peu plus terne pour les femelles, donc ça fait à peu près 25 cm de long, donc on n'est pas sur du gros oiseau, hein, on est sur du petit passeriforme. Et ce petit oiseau est assez célèbre pour ses qualités d'imitation. Il est tout à fait capable d'imiter par exemple les cris d'alerte des suricates, pour diverses raisons, notamment pour leur voler leur nourriture, comme ça ils le fuient en abandonnant ce qu'ils ont attrapé et le petit oiseau vient se nourrir de leur proie derrière. Donc c'est un petit oiseau qui est... d'autres raisons ? Notamment, alors il y a pas mal d'animaux, d'oiseaux en tout cas, qui donnent des cris d'alerte qui sont reconnus par d'autres espèces par exemple, donc ça aurait pu tout à fait être la raison. Il y a pas mal de liens comme ça, de communication. Mais en l'occurrence, celui-là, non, c'est juste pour leur piquer leur nourriture. On parle du drongo, hein, on parle pas de... On parle du drongo. Exactement. Mais le drongo a aussi une autre raison derrière, c'est que de temps en temps, pour mettre en confiance les suricates à côté desquels il niche ou à côté desquels il se perche, il va effectivement imiter le cri d'alerte pour prévenir d'un vrai danger. Et puis de temps en temps, il va imiter le cri d'alerte juste parce qu'il a un petit creux. Voilà. Donc oui, ça lui arrive de faire des farces comme ça et juste de leur piquer leur manger. Mais ce petit imitateur se fait lui-même imiter par un autre oiseau qui s'appelle le coucou africain. Alors, en anglais c'est African cuckoo, mais alors en français je crois que... Oui, c'est ça, c'est le coucou africain aussi. Je vérifie juste au cas où. Et le coucou africain, lui, il a l'habitude de pondre ses œufs, comme n'importe quelle espèce de coucou, dans les nids d'autres oiseaux, et pour cela, il a besoin d'imiter les couleurs des œufs de ces oiseaux. Sinon, évidemment, ce qui se passe, c'est que l'oiseau qui se fait parasiter par le coucou va tout de suite repérer qu'il y a un œuf qui ne fait pas partie de sa nichée, et donc il va le virer du nid. Donc pour le coucou, c'est pas très intéressant, donc il va lui-même essayer d'imiter les couleurs, les patterns, enfin bref, la forme de l'œuf en lui-même, pour qu'il se fasse passer pour un œuf de cette espèce-là, que le coucou donc puisse éclore, vire le reste des œufs du nid et se fasse nourrir tranquillement par les parents qu'il parasite. Parce que c'est un cas de parasitisme, hein, le coucou, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, il y a une petite étude qui est sortie récemment, qui est sortie sur les œufs de coucou africain et sur les œufs de drongo brillant. Alors qu'est-ce qui se passe ? En gros, le coucou africain, pour parasiter le drongo, donc il faut qu'il adapte ses œufs
à la coloration des œufs du drongo. Sauf que le drongo, c'est une espèce qui est très très répartie sur le territoire africain, il y a des populations un peu partout, et du coup, dans ces populations, il y a des variations de coloration dans les œufs qui sont pondus. Et il n'y a pas seulement des variations de coloration, les scientifiques, quand ils ont étudié les œufs des femelles drongo, ils se sont rendus compte que chaque femelle avait un pattern un peu différent, qui était une sorte de signature, en quelque sorte, qu'elle mettait sur ses œufs en les pondant. Cette signature, donc, qui ne change pas au cours de la vie de l'animal, hein, c'est la même, qui reste toute sa vie, et qui lui permettait donc de reconnaître ses œufs à coup sûr. Alors, c'est quand même assez incroyable. Et ils ont fait donc 2 expériences. La première, pour essayer d'abord de voir, ils ont étudié une population particulière donc de drongo brillants et de nids de drongo brillants. La première, donc, ils ont regardé quels étaient les œufs de coucou africains dans la région comparés aux œufs de drongo brillants, quelles étaient les colorations spéciales, s'il y avait vraiment des morphes un peu différents, enfin bref, tout ça. Et ils ont trouvé d'une qu'il était très difficile pour eux d'arriver à différencier parfois l'œuf de drongo et l'œuf de coucou, parce que vraiment ils sont très très doués hein, pour ce genre de choses. Mais du coup, c'est grâce à cette première expérience qu'ils ont réussi à déterminer que les femelles drongo pondaient toujours chacune le même œuf, mais qu'ils étaient tous différents en fonction de la femelle qu'ils pondaient, et donc il y avait une sorte de signature dessus qu'elle était capable de reconnaître. Et dans la deuxième expérience, c'est l'expérience où ils ont testé cette reconnaissance avec les femelles drongo en prenant des œufs, cette fois-ci de drongo, mais de drongo qui n'étaient pas de la même population, qui n'étaient pas issus de la même femelle, et qu'ils ont mis dans les nids de femelles différentes. Et là, quasiment à chaque fois, les femelles ne se sont jamais trompées et ont tout à fait su reconnaître l'œuf qui n'était pas le leur et l'ont viré du nid. Donc on est vraiment sur un cas de « je suis capable de savoir quel est mon œuf, je suis capable de les reconnaître, et je peux tout à fait empêcher cette histoire de parasitisme avec le coucou africain. » Et ça va tellement loin que sur cette population en particulier, ils se sont rendus compte que dans plus de 90% des cas, les femelles drongo sont tout à fait capables d'identifier leurs œufs et de virer les œufs de coucou. Et je trouve quand même que la proportion est assez incroyable. Alors, la dernière question qui sort de cet article, c'est évidemment, sachant que les femelles drongo, elles arrivent à identifier, en tout cas celles-là, arrivent à identifier jusqu'à plus de 90% leurs œufs, et donc arrivent à virer les œufs de coucou, quasiment à coup sûr de leur nid, comment ils font pour survivre les coucous africains, parce qu'ils se font virer mais quasiment à chaque fois. Si jamais on prend ces pourcentages-là, dans la vie d'un coucou africain femelle, ça veut dire qu'elle pourra à peine réussir à pondre 2 œufs qui vont réussir donc à survivre en fait. Le reste de ces œufs va se faire dégager. Donc ils se sont dit, est-ce que cette population-là de drongo brillants, est-ce qu'elle serait pas extrêmement plus spécialisée que les autres au final, parce que bon, les coucous africains, c'est des oiseaux qui sont très répandus en Afrique, qui sont bien adaptés un peu à plein de milieux. Ils parasitent pas seulement le drongo, d'ailleurs, ils parasitent d'autres espèces aussi. Et du coup, la question se pose, comment font les coucous pour finalement survivre, sachant que les drongos sont quand même capables de détecter leurs œufs quasiment à coup sûr. Donc je pense que dans les prochaines études qui vont sortir, ils vont essayer de s'intéresser à ce phénomène-là, voir un peu comment ça fonctionne. Et peut-être se rendre compte que peut-être que cette population de drongo est particulièrement efficace à la reconnaissance des œufs, parce qu'ils ont été peut-être soumis à une pression très très forte de la part du coucou pendant une certaine période, où là, quasiment toute la population peut-être s'était faite éradiquer par du parasitisme dû au coucou, enfin bref, ils savent pas trop, donc ils vont creuser un peu plus là-dedans, mais voilà, je trouvais l'étude quand même super intéressante. Donc ça fait un peu... c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. C'est le drongo qui est capable d'imiter les cris des autres espèces, qui se fait lui-même imiter au niveau de ses œufs par le coucou africain. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Voilà, impressionnant. Voilà. Impressionnant. On peut en savoir plus sur ces motifs différents. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est quoi comme motif Alors que les motifs, apposent? C'est plus c'est des points. Enfin, je sais pas si vous voyez un œuf habituellement. Donc les œufs de drongo, ça va être dans les colorations blanches jusqu'à brun.
Et chaque œuf va avoir des petites taches dessus qui sont dans les tons bruns, qui peuvent être plus ou moins foncés. Et les patterns donc sont différents selon les femelles. Donc vous pouvez avoir des œufs à la fois qui sont très clairs pour certaines femelles, avec juste quelques petites taches brunes très très claires éparses ici et là. Et puis pour d'autres femelles, ça va être des œufs qui vont avoir un contraste beaucoup plus prononcé, ou alors qui vont être très foncés avec quasiment pas de taches. Enfin bref. Donc c'est ça, les différentes signatures sur les œufs. Il y a un point commun avec les 10% de femelles qui ne reconnaissent pas les œufs de coucou, ou il n'y a rien de... Ils ont pas trouvé vraiment de relation entre le pattern en lui-même et le fait que la femelle ne reconnaisse pas son œuf ou quoi. Elles sont généralement très très douées pour reconnaître les œufs. Le problème avec les coucous, par contre, c'est que eux, ils peuvent pas être aussi spécifiques que la femelle drongo, parce que la femelle drongo est vraiment très spécifique et que sa nichée avec ses œufs, c'est quasiment toujours le même pattern. Le coucou, lui, il va pondre un œuf dans plusieurs nids. Donc en fait, il peut pas lui-même avoir un pattern très très différent, ça va toujours être plus ou moins le même pour lui. Donc s'il tombe sur un nid où les œufs sont pas trop différents, ça va passer. S'il tombe sur un nid où les œufs ont pas exactement le même pattern, là par contre, ça va moins bien passer. Donc c'est plus ça. Imagine-toi, les coucous changent de fusil d'épaule et se mettent à observer un seul nid, à regarder comment sont faits les œufs et à spécifiquement essayer de pondre dans ce nid. Je sais pas. C'est incroyable. Ça pourrait être intéressant. Possible, hein. Ça pourrait être intéressant, mais du coup, ça veut dire aussi la mort quasiment de cette femelle. Enfin, du coup, elle se reproduirait plus parce qu'ils vont réussir juste à parasiter ce pattern-là, donc il n'y aura pas de repro derrière, donc il n'y aura pas dissémination de la coloration similaire. Enfin, ce serait embêtant. Je pense que ça marcherait pas. Pourquoi pas, hein. On l'explique quand même pour les auditeurs et les auditrices qui sont pas connaisseurs et connaisseuses. Parasiter un nid, c'est aussi demandeur en énergie que de s'occuper de son propre nid. Oui, ça demande déjà de l'énergie pour pondre l'œuf, parce que là, on n'en pond pas seulement un ou deux, on va en pondre pas mal dans pas mal de nids différents. Et puis, ça demande aussi parfois au coucou de virer un œuf ou deux aussi, donc il va faire un petit peu de boulot pour virer tout ça. Donc ça nécessite de la part de la femelle en fait beaucoup plus d'énergie pour produire plus d'œufs déjà. Donc c'est déjà un peu plus compliqué de sa part à elle. Mais bon après c'est une stratégie de reproduction comme une autre, hein. C'est différent. Absolument. Eh bien c'est sur cette stratégie de reproduction différente que nous allons nous quitter, ma chère Sophie. Un très très grand merci à toi d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On rappelle qu'on te retrouve sur Entracte Science et peut-être en live bientôt, qui sait. Oui. Sur Twitch du coup. Nous de notre côté pour le Courrier de la Sterne, vous nous retrouvez évidemment sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, sur les diverses plateformes d'écoute, de streaming mais aussi de visionnage vidéo, à savoir YouTube. Et vous nous retrouvez bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Et on vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes. Salut.